Merci. Euh, on poursuit, donc bienvenue à tous ceux qui suivent ce cycle de conférences qui pourrait être d'une certaine manière interminable, mais qui présente un intérêt différent à chaque fois parce que les formes que revêt l'antijudaïsme, la judéophobie ou l'antisémitisme varient. Et cette fois-ci, on va traiter de quelque chose qui était jusque-là, c'est-à-dire les périodes précédentes, inédit. C'est l'antisémitisme français des Lumières, euh, qui va abandonner progressivement l'antijudaïsme, c'est-à-dire que nous n'aurons plus pratiquement jusqu'à après la guerre, lorsque Vatican II décidera dans Nostra Aetate qu'il n'y a plus lieu de poursuivre les Juifs et que les Juifs sont des êtres humains comme des autres. Donc jusqu'à ce moment-là, qui signe la fin, comment dirais-je, de l'antisémitisme catholique, chrétien, enfin chrétien, on va dire plus large, qui va être remplacé par un antisémitisme contre le peuple juif, c'est-à-dire indépendamment du fait que ces juifs-là soient religieux ou pas religieux, euh, qu'ils aient un point de vue hostile ou au contraire un point de vue, comment dirais-je, qui adhère à la société dans laquelle ils se trouvent, les juifs vont progressivement se retrouver être un peuple et non plus une religion. Et c'est assez inédit. Il faudra attendre donc l'antisémitisme ou l'antijudaïsme musulman de l'islam qui va coudre les deux, c'est-à-dire à la fois un peuple et à la fois une religion, qui rend à la fois les discours à la télévision assez confus, parce que surtout chez les Français ou à la télévision française, celle qu'on suit en général, ils aimeraient que ce soit une religion et ils s'aperçoivent que c'est un peuple, et pour d'autres, ils aimeraient que ce soit un peuple et ils s'aperçoivent qu'il y a du religieux. Mais ça, c'est ce que l'islam a réinstauré. Là, ce qu'on va suivre, c'est toute une période assez longue, et on va la faire en une heure et demie, même pas, où les antisémites ou les judéophobes abandonnent le christianisme et à la stupéfaction générale et à la stupéfaction des juifs d'une certaine façon, euh, l'antisémitisme va changer de vêtements comme une sorte de caméléon et va devenir une haine du peuple juif après avoir abandonné donc la haine du peuple chrétien, voire même mettre dans le même sac la haine des juifs et la haine des chrétiens, en tout cas pour ceux qui seront nés des Lumières et de la Révolution française. Alors, je vais faire une intro et après on écoutera quelques morceaux de musique française, puisque c'est de circonstance, Rameau et Marin, Rameau et Marin Marais, et un Français d'adoption, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Pour terminer, c'est Jacques Offenbach, donc le roi carotte, quelque chose de très peu connu et de très tonique. Alors, on trouve des juifs en France en très faible quantité à partir du moment où au XIVe siècle, ils ont été expulsés et bien expulsés. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une série d'expulsions avant par des rois et que ces expulsions ont été contre-paiement suivies d'un retour. C'est-à-dire, je vous mets dehors, une politique un peu trumpiste, on pourrait dire. Et une fois que vous êtes dehors, si vous payez, vous pouvez revenir. Mais l'expulsion qui a lieu en 1390, je crois, en tout cas à la fin du XIVe siècle, 1394, c'est Charles VI, qu'on connaît que, en tout cas, moi je n'avais jamais entendu parler de ce roi, donc on ne le connaît que pour cette chose, euh, a expulsé les Juifs qui restent, euh, et ils ne reviendront ou ils ne réapparaîtront qu'au moment de la Révolution française, c'est-à-dire plus de 4 siècles plus tard. Alors, il y aura quand même des Juifs, puisque lorsque la Révolution française va avoir à traiter de cette question, on va le voir, elle sait qu'il y a des Juifs en Alsace, elle sait qu'il y a des Juifs dans le comtat venessin, elle sait qu'il y a des Maranes ou des Juifs dans le Bordelais, et quelques Juifs, pas beaucoup, qui ont réussi à s'infiltrer dans Paris et qui, comment dirais-je, qui sont des clandestins. Mais ils ne les confondent pas en une population unique, c'est assez étonnant, et les Juifs eux-mêmes ne se confondent pas
en une population unique. Donc, en 1394, Charles VI, qui est surnommé le fou, mais pas pour cette raison, euh, il était fou, quoi. Et il va donc euh, prendre le relais de Saint-Louis. Saint-Louis avait déjà banni tous les Juifs de France, Saint-Louis le bon roi, et même Louis X dit le hutin. Et donc, pour ceux qui ont étudié l'histoire de France, c'est des codicilles qu'il faut à chaque fois rapporter à leur règne. Est-ce qu'ils ont expulsé les Juifs? Est-ce qu'ils les ont martyrisés? Est-ce qu'ils ont mis le feu au Talmud? Presque tout le temps, la réponse est oui. Et donc, on arrive à l'aube de la Révolution, c'est-à-dire un petit peu avant 1789, au moment où les Lumières s'organisent autour de l'encyclopédie. Et il y a donc, je vous l'ai dit, des Juifs dans le comtat venessin, des Naquets, Crémieux, c'est des noms, des noms du coin, des anciennement Maranes à Hendaye, Bordeaux, les Pereire, par exemple, et plus tard les Mendès France, les Juifs alsaciens, donc d'où est issu Dreyfus, un dénommé Julius Frey. Julius Frey, il est intéressant parce qu'il sera député. C'est-à-dire qu'il y aura des députés d'Alsace-Lorraine dans la constituante, deux juifs, qui sont des députés qui voteront la mort du roi. C'est-à-dire ils avaient une stratégie qui disait plus il y aura la pagaille et mieux ce sera, et qui étaient des mystiques issus de la branche chrétienne des franquistes, euh, donc des mystiques ashkénazes qui font pendant donc aux mystiques séfarades issus de l'aventure euh, du, du prophète, du faux messie mystique, euh, dont je retrouverai le nom quand ce sera nécessaire. Et puis, il y a quelques juifs de l'Est, dont je vous l'ai dit, qui sont installés en contrebande à Paris. Euh, donc, tous les récits, je vais passer rapidement là-dessus, puis après on écoutera un peu de musique. Tous les récits des Juifs comme étant des êtres abominables, mais selon la terminologie chrétienne, c'est-à-dire qu'ils sont, comment dirais-je, déicides, qu'ils ont pris du plaisir à avoir massacré Jésus, euh, et qu'ils sont une nation qui est déloyale, dispersée par toute la terre. Là, je cite Bossuet, un sermon de Bossuet. Il faut vraiment aller le chercher dans les livres sur l'antisémitisme, parce qu'on ne le trouve pas facilement. Euh, il dit, ils subsistent avec leur caractère et leur réprobation, déchus visiblement par leur infidélité des promesses faites à leurs pères, bannis de la terre promise. Donc, ils sont tombés dans cet état 38 ans après qu'ils ont eu crucifié Jésus. Donc, on est encore dans un antisémitisme, euh, anti-judaïsme, qui poursuit les Juifs de leur vindicte parce que ils ont participé activement à la mort de Jésus. On a des textes du même type chez Madame de Sévigné, donc passons, parce que sinon on va y passer toute la soirée. Le plus intéressant, et donc on arrive à l'approche de la Révolution française, c'est Voltaire. Parce que Voltaire, qui était un être particulièrement complexe, euh, était partisan qu'on ne persécute pas les Juifs, mais dans pratiquement tous les textes qu'il a écrits sur les Juifs, il les accuse de tout ce qu'on peut trouver sur des Juifs comme peuple, à savoir qu'ils sucent le sang des villages, ils leur volent l'argent, ils sont spécialisés dans l'usure, donc tout ça n'a pas un lien direct avec le christianisme, mais en même temps, quand il le peut, il donne quelques remarques particulièrement malveillantes sur les Juifs qui ont tué Jésus. Et Voltaire est celui qui va écrire l'article juif dans l'encyclopédie, qui est un article particulièrement teigneux, euh, et curieusement, euh, l'antisémitisme ou le Voltaire anti-juif va être le sujet d'une thèse d'un dénommé Henri Labroue qui va tenter d'utiliser cette thèse. Donc, ce dénommé Henri Labroue va postuler euh, sous Vichy pour être à la tête, ouvrir une chaire sur Voltaire antisémite à la Sorbonne et ça va lui être accordé. Et donc, il va utiliser les textes de Voltaire pour appuyer l'antisémitisme de Vichy. Et Voltaire connaîtra donc
une deuxième ou une troisième vie sous Vichy grâce à ce Henri Labroue. Après, euh, comment ça, après la guerre, lorsqu'il sera question de euh, de le rayer des cadres de l'université, ce sera fait, mais en même temps, il ne sera pas poursuivi comme d'autres l'ont été au titre de collaborateur. Ce qui est intéressant à ce moment-là, donc quelques années avant la Révolution française, c'est que dans les encyclopédistes, et de nombreux encyclopédistes, pas que Voltaire, estiment qu'ils ont à se prononcer sur les Juifs. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver presque tout le temps. On va le retrouver chez Sartre, on va le retrouver et de nombreux philosophes qui auraient mieux fait de ne pas se mêler de ça, puisqu'ils n'y connaissaient rien, pensent que s'ils arrivent à dire quelque chose de pertinent sur les Juifs, à ce moment-là, leur système vaut quelque chose. C'est-à-dire, ils vont tester la validité de leur système sur les Juifs. On le verra la prochaine fois chez les Allemands. Les Allemands sont extrêmement méthodiques, et c'est peu dire. Et Hegel était hors de lui parce que tout le système qu'il avait mis en place, la dialectique hegelienne, ne fonctionnait pas sur le fait qu'il y avait encore des Juifs. Ils auraient dû disparaître depuis 20 siècles et ils étaient encore là. Et donc, la manière dont il a voulu rendre compte de l'état des peuples du monde et des sociétés et des civilisations, butait sur le fait que, je vois un texte qui s'affiche, butait sur le fait que les Juifs auraient dû disparaître et ils n'avaient pas disparu. Et donc, parmi les gens qui ont écrit dans l'encyclopédie ou qui se sont prononcés à différents moments, il y a Diderot, et Diderot est quelqu'un comment dirais-je, d'une qualité exceptionnelle. Il a écrit dans l'encyclopédie que les Juifs sont la clé de voûte, euh, la cheville à partir de laquelle les nations peuvent euh, dialoguer entre elles. Donc non seulement il n'est pas antisémite, mais il comprend quelque chose de la fonction des Juifs hors du matériau religieux. Je vous lis ce passage. Ils disent ainsi répandu de nos jours avec plus de sûreté qu'il n'en avait encore eu dans les pays de l'Europe où règne le commerce, ils sont devenus, c'est ce qui est important, moi je trouve très malin, ils sont devenus des instruments par le moyen desquels les nations les plus éloignées peuvent converser et correspondre ensemble. Il est d'eux comme des chevilles et des clous qu'on emploie dans un grand édifice et qui sont nécessaires pour en joindre les parties. Donc ça, c'est euh, comment ça Diderot. Moi, j'étais arrivé à la conclusion, sans avoir lu ce passage avant, je l'ai lu il y a quelques années, que les Juifs étaient des clés de voûte et des agents, agents de liaison, agents de circulation, agents de communication. Je parle des Juifs hors du cadre religieux, le peuple juif. Agents doubles, agents de communication, si vous en trouvez d'autres. Et qu'à ce titre, lorsque ça dysfonctionnait, par exemple dans la circulation, comme les agents de circulation, on les accusait de l'embouteillage de la société et de son dysfonctionnement. Alors, je propose qu'on écoute un morceau de musique et qu'on continue par la suite. Donc, j'ai pris un air qui est très connu, mais j'ai tellement de plaisir à l'écouter et à le réécouter. C'est un extrait des Indes galantes de Rameau. On se rapproche de la Révolution française, mais on n'y est pas encore. Rousseau est le plus intéressant de ceux qui se sont prononcés sur cette question. Il estimait que lui aussi avait à écrire sur ce qu'on va finir par appeler la question juive ou l'énigme juive, mais à la différence de tous les autres qui étaient des piliers de bistrot, c'est-à-dire qui émettaient des opinions sans avoir fait la moindre enquête, ni même connaître ceux dont ils parlaient, Rousseau connaissait la Bible et connaissait le judaïsme. Et à ce titre, lorsqu'il écrit cet ouvrage, euh, le projet de constitution pour la Corse, et en particulier la considération sur le gouvernement de la Pologne, il leur demande explicitement de prendre exemple sur la constitution de Moïse, c'est-à-dire sur la manière dont est organisé le peuple juif à l'époque biblique, parce que la préoccupation principale de Rousseau, c'est de fournir
un contrat social. Et connaissant le texte biblique, il pense que dans tous les passages qui sont donc dans le Pentateuque liés à l'organisation sociale des Juifs à partir de la révélation sinaïtique, il y a à apprendre et il y a à comprendre. Donc on ne trouve pas chez Rousseau ni de remarques sur le fait que les Juifs sont bien malheureux et que c'est pour ça que, il faut les tolérer, ni de remarques sur le fait que c'est un peuple dont on ne sait pas d'où il sort. Lui, il sait d'où ils sortent. Ils sont les héritiers de la Bible. Particulièrement intéressant, il a écrit sur Moïse et des choses de ce genre. Bon, Chateaubriand et Madame de Sévigné, j'en ai parlé, en tout cas pour de Sévigné, c'est que des textes antisémites. Et on va arriver à l'émancipation politique. Là encore, quelque chose que moi je trouve un peu étrange. Euh, la Révolution française a vu un nombre assez important de révolutionnaires, c'est-à-dire de personnalités euh, qui ont participé à la Révolution et à la mort du roi et au changement de régime. euh, on pensait qu'il fallait qu'ils puissent traiter la question juive, alors qu'il y avait vraiment pratiquement pas de juifs autour d'eux. Ils n'en connaissaient aucun. Je parlerai tout à l'heure de l'abbé Grégoire, qui était le seul qui en connaissait parce qu'il venait euh, de Lorraine. Et donc, il avait des, comment dirais-je, des voisins juifs. Mais pour tous les autres dont je vais parler, ils n'en avaient jamais vu, mais ils avaient le sentiment que puisque la Révolution française a une vocation universelle ou universaliste. Elle doit pouvoir traiter cette question qui, depuis 2000 ans, ne trouve pas de solution. C'était comme un devoir pour entrer à l'école normale supérieure, trouver une solution aux problèmes juifs. Et à ce moment-là, la Révolution française couvrira le monde entier et les valeurs universelles nées de la Révolution française seront applicables à la totalité des êtres humains. En gros, si ça marche sur les juifs, ça marchera sur tout le monde. Et parmi les gens qui se sont exprimés, il y en a un que j'ai trouvé, j'ai noté intéressant, c'est Robespierre. Robespierre, je vous le lis, parce qu'on est là pour ça. Il intervient à l'Assemblée donc nationale constituante, je crois. C'est en 1789, c'est la constituante, sur les Juifs et sur le droit de vote des comédiens. Là encore, on va voir souvent que les Juifs sont associés à d'autres problèmes qu'on n'arrive pas à traiter correctement. Les Juifs et les comédiens, ou par exemple les Juifs et les protestants, ou le pire de tous, parce qu'ils vont passer à travers les gouttes et ils ne seront émancipés que fort tard, bien après les Juifs et les Noirs et les esclaves qui verront leur tour passer à chaque fois, et même ceux qui seront les plus philosémites, entre guillemets, diront oui, il faut émanciper les Juifs parce que c'est la preuve qu'on est capable de mettre en place un système à vocation universelle, mais les Noirs non. Pourquoi les Noirs non? Parce que c'est des esclaves et que les propriétaires d'esclaves étaient présents à l'Assemblée et formaient un lobby très puissant. Alors, que dit Robespierre? On vous a dit sur les Juifs des choses infiniment exagérées et souvent contraires à l'histoire. Comment peut-on leur opposer les persécutions dont ils ont été les victimes chez différents peuples? Ce sont au contraire des crimes nationaux que nous devons expier en leur rendant les droits imprescriptibles, ce qui est important, de l'homme dont aucune puissance humaine ne pouvait les dépouiller. On leur impute encore des vices, des préjugés, l'esprit de secte et d'intérêt. Là, tout le monde exagère, mais à qui pouvons-nous les imputer si ce n'est à nos propres injustices? Donc, les Juifs vont nous permettre, l'émancipation des Juifs, de réformer les travers de la société ancienne, de l'Ancien Régime. Et donc, c'est pour ça qu'il faut émanciper les Juifs, pour qu'on oublie l'Ancien Régime. Rendons-les au bonheur, à la patrie, à la vertu, en leur rendant la dignité d'homme et de citoyen. Songeons qu'il ne peut jamais être politique, quoi qu'on puisse dire, de condamner à l'avilissement et à l'oppression une multitude d'hommes qui vivent au milieu de nous. Un très beau discours de Robespierre, qui, dans un premier temps, n'a eu strictement aucun effet, mais il y a eu des lobbyistes au sein de l'Assemblée constituante qui ramenaient à chaque fois, alors qu'ils avaient des tas d'autres problèmes à traiter, vraiment,
On peut imaginer la Révolution française, c'est une vraie révolution. Ils ont changé du tout sur tout. Mais régulièrement, des lobbyistes revenaient et disaient, il faut qu'on émancipe les Juifs. Et on les envoyait bouler, on leur disait, pas maintenant, la prochaine fois, lorsqu'on se réunira à nouveau, lorsqu'il y aura une nouvelle constituante. Et parmi ceux qui ont emporté le morceau, il y a quelqu'un qui s'appelle Stanislas de Clermont-Tonnerre, et il dit quelque chose qui va, comment dirais-je, fixer la bête, c'est-à-dire ceux qui en ont marre et qui disent, bon, bah, émancipons-les, parce qu'il offre une hypothèse, ceux qui disent émancipons-les, je reviens là-dessus, ils n'ont jamais vu un juif et ils ne savent pas ce que c'est. C'est un principe révolutionnaire. Euh, Clermont-Tonnerre leur offre une porte de sortie. Euh, dans un discours qu'il tient là-bas, il dit, là-bas c'est à l'Assemblée constituante, il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus. Donc, on ne reconnaît pas le fait que les Juifs sont un peuple. Par contre, en tant qu'individu, en tant que citoyen, euh, c'est drôle cette phrase de Napoléon que je vois s'afficher. Et donc, il obtient d'une certaine façon une écoute. Oui, on va leur donner des droits comme à tout le monde, mais pas en tant que nation. Ils ne pourront plus se réclamer comme juifs. Ce seront des individus. Et au bout de quelques générations, voire même d'une génération, ils auront disparu comme juifs. C'est parce qu'ils n'auront pas disparu comme juifs et parce que l'antisémitisme continuera à fleurir qu'on aura droit à une fin de 19e siècle absolument terrible avec l'affaire Dreyfus en point d'orgue. Mais là, on est un siècle avant l'affaire Dreyfus, donc on est dans la bonne volonté. Et qui va travailler et va, comment dirais-je, va fournir le matériau intellectuel et les enquêtes, parce que les autres ne faisaient pas d'enquête, c'est un abbé qui s'appelle l'abbé Grégoire, donc qui est rattaché au département de la Meurthe-et-Moselle, et c'est un prêtre catholique, philosophe, évêque constitutionnel et aussi franc-maçon. C'est-à-dire, il coche à peu près toutes les catégories et il répond à un appel d'offres, à l'appel de candidature. C'est que peut-on faire pour améliorer le sort des Juifs? Et il écrit, il ne va pas gagner, il va avoir le deuxième prix, mais c'est son livre qui va rester dans l'histoire. Il va écrire un livre dont le titre est intéressant, au moins qu'on s'y arrête, parce que la bonne volonté de l'abbé Grégoire, elle est aussi liée à ses soucis à lui et pas aux Juifs. Il a écrit d'ailleurs quelques textes d'une haine anti-juive assez étonnant pour un gars qui a plaidé, à la fois prêtre, franc-maçon, homme des Lumières, qui a plaidé pour l'émancipation des Juifs et qui l'a obtenu. Son livre s'appelle, son essai, Essai sur la régénération physique. Donc, il prétend que les Juifs sont dégénérés physiquement, morale, ils sont dégénérés moralement, et politique, parce qu'ils n'ont aucun droit et tout ça, des Juifs. Et donc, il ne dit pas dans son titre, ni d'ailleurs dans son essai, les Juifs sont des gens comme tout le monde, mais c'est des gens qu'il faut régénérer. Cette idée de régénération, elle va, je vais en parler un peu après, elle va mettre Napoléon hors de lui. C'est-à-dire, il va dire, voilà, on est presque 15 ans après que la constituante a voté la citoyenneté, l'attribution de la citoyenneté aux Juifs, qui en fait des gens a priori comme tout le monde. Et qu'est-ce que je vois? Ils ne sont pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'ils continuent à recevoir les doléances, en particulier des Alsaciens, c'est-à-dire pas des Juifs, mais des Alsaciens. Et donc, il a écrit une tartine assez importante, c'est un gros livre et une grosse thèse. Et cette régénération, euh, l'abbé Grégoire va évidemment l'appliquer aussi, et on ne le sait pas beaucoup, à l'éradication des langues locales. La France ne doit pas avoir de particularisme. Donc, euh, il va abandonner les Noirs complètement à cause du lobby des propriétaires d'esclaves. Mais en ce qui concerne les langues locales et les patois, brûler, enlever ces livres dans les bibliothèques, un système éducatif particulier dédié aux pauvres et à la terre. Donc, on voit que ce n'est pas du tout
quelqu'un qu'on aimerait inviter pour fêter la Pâque juive ou un truc comme ça, c'est quelqu'un qui suit une stratégie, et sa stratégie, c'est qu'il ne faut pas qu'une tête dépasse dans la République, sauf les catholiques. Parce que dans son livre, on comprend que l'émancipation des Juifs, c'est le premier pas vers le fait qu'ils vont être convertis au catholicisme. Donc, mais ça, la Constituante n'en a pas débattu parce que il y avait beaucoup de gens, de députés dans la Constituante qui étaient anti-catholiques, c'est-à-dire contre l'Église, et donc cette question n'est pas venue euh, en débat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la fermeture, au moment, alors à l'époque, il n'y avait pas de portillon comme dans le métro, mais au moment où le portillon se refermait, il y a quelqu'un qui a ramené la question de l'émancipation des Juifs en disant, on ne va pas disperser la Constituante sans avoir réglé ce problème. Et stratégiquement, c'était bien parce que tout le monde en avait marre de cette constituante et la quantité absolument industrielle de lois, de décrets, parce qu'il réformait tout. Ça, vraiment, Trump à côté, c'était un enfant de cœur. Je veux dire, ce que la constituante a fait en très peu de temps. Et donc, il décide, OK, on enlève les Noirs, on enlève les protestants, parce que protestants, c'est un problème et tout, ils peuvent prendre le pouvoir et tout. Les juifs, il n'y en a pratiquement pas. On leur accorde la citoyenneté. Et donc, ils obtiennent, au moment de la fermeture, en 1791, la totalité des droits des citoyens français. On va voir que c'est ce qui va poser un problème, un casse-tête, des migraines à Napoléon Ier, et qui va faire en sorte qu'il va revenir sur ce que la Révolution a décidé, alors que lui-même se considère comme un, comment dirais-je, comme un exportateur de la Révolution française. Il l'a vendu et imposé à la totalité de l'Europe, mais il dit c'est une erreur. Il ne fallait pas émanciper les Juifs parce qu'ils n'en ont rien fait de bien. Alors, Napoléon. Napoléon, c'est assez curieux. Dans ce livre, il y a un livre que j'ai vu passer tout à l'heure qui s'appelle L'Aigle et la synagogue, qui est un livre magnifique de Pierre Birnbaum, où il y a celui-là aussi, mais le meilleur, c'est, enfin le meilleur, le plus pertinent, parce qu'il a fait, il a fouillé, voilà, tous les textes, c'est à quel point Napoléon était antisémite. On ne savait pas. Il a eu une illumination lorsqu'il s'appelait Bonaparte et qu'il est arrivé en Égypte et qu'il a conquis et l'Égypte, qui a mis le siège à Gaza, et que des rumeurs disent qu'il s'apprêtait à monter à Jérusalem pour se faire couronner roi Messie, il n'y est pas allé parce qu'on l'a ramené, on l'a rappelé d'urgence en France et que s'il voulait conserver une chance de faire partie du pouvoir, et il voulait faire partie du pouvoir en France, il fallait qu'il rentre immédiatement. Mais il y a des rumeurs, des études, des gens qui disent il allait partir à Jérusalem, et donc il avait une vision messianique. Alors, est-ce qu'elle lui vient d'une connaissance de la Bible? Pas impossible. Est-ce qu'elle lui vient du fait qu'il était franc-maçon? Pas impossible. On a des gens qui prétendent qu'il n'a jamais été franc-maçon. C'est assez difficile à croire parce que toute sa famille, ses frères, étaient francs-maçons et il les a mis à la tête de tous les pays d'Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, qu'il a conquis. Et pour qu'il ait confiance en eux, pas, non seulement parce que ils étaient ses frères, mais il avait confiance dans le fait qu'ils avaient des réseaux et qu'ils pouvaient, avec ces réseaux, gouverner. Donc, il aurait été le seul de la famille à pas être franc-maçon, c'est difficile à croire. Quoi qu'il en soit, il va avoir ce problème dont il va se saisir, personne ne lui demande rien, et il va dire, voilà, en 1791, les Juifs ont été émancipés, on est en 1804, et je n'ai que des raisons de me plaindre. Je reçois des doléances des Alsaciens, et surtout, euh, il veut se faire, comment dirais, reconnaître comme un empereur chrétien. On ne le sait pas trop, mais on le voit dans le tableau de David du couronnement. Il y a tous les attributs du christianisme. Il ne se fait pas couronner comme un révolutionnaire. Il se fait couronner comme un chrétien et un empereur chrétien. Et donc, pour pouvoir s'attirer les bonnes grâces et de la papauté, qui va contribuer à son couronnement, et de l'Église en France,
il va prendre un virage politique, c'est-à-dire avec de très nombreux décrets anti-juifs. Et puis, alors ça c'est un phénomène assez étonnant, il a créé une institution française qui existe encore, dont Debré était le président, euh, le Conseil d'État. Et dans ce Conseil d'État, c'était le seul endroit où il débattait des décisions à prendre. Sinon, c'était un autocrate et il prenait les décisions que bon lui semble. Et dans ce Conseil d'État, n'étaient présents que des techniciens. Les gens n'étaient pas désignés pour des raisons politiques, ils étaient désignés pour pouvoir traiter de la question, comment dirais-je, de la cohérence juridique. Ça obsédait Napoléon, que la France soit un pays juridiquement cohérent, avec des préfets, euh, avec un système qui fait que le pays fonctionne comme à l'époque de Louis XIV. Et dans ce Conseil d'État, il y a deux militants, pas à peine de retenir leur nom, parce qu'en plus, il faut que je les retrouve, qui disent on ne peut pas revenir sur le fait que les Juifs ont été émancipés. Tu ne peux pas, toi, Napoléon, faire moins que ce qu'a fait la Révolution française. C'est ce qu'il s'apprêtait à faire. Et qui lui a soufflé l'idée pompeuse de réunir le grand Sanhédrin, c'est-à-dire une réunion de 70 Juifs. Ce truc-là, le Grand Sanhédrin n'avait pas été réuni depuis 2000 ans, depuis que les Juifs n'étaient plus sur leur terre. Et qui est donc un tribunal, alors, dont il s'est occupé personnellement de le constituer, avec des rabbins, avec des Juifs, comment dirais-je, des banquiers, il y a de tout. Il y avait 70 personnalités, 71 même, et il y avait des Européens, il n'y avait pas que des Français. Et il a, on a les textes corrigés par lui et tout. Il s'est occupé de tout ce que dans les moindres détails. Et il a posé, c'est là où je veux arriver, des questions qui ont été rédigées par le Conseil d'État, ou plutôt par l'Assemblée qui a précédé le Grand Sanhédrin. Non, il faut rentrer dans les détails, mais ce n'est pas la peine. Il a posé 12 questions. Je vous demande d'écouter ces questions en vous disant pourquoi le Conseil d'État ne poserait pas ces questions aux musulmans aujourd'hui. Après tout, c'est une instance républicaine et sous la pression de Napoléon, voilà les questions qu'ils vont poser à l'Assemblée qui représente tous les Juifs d'Europe, parce que c'est de ça dont il est question. Première question, et pourquoi c'est la première, c'est assez étonnant. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Donc, c'est curieux que la première question sur le lot, c'est celle de la polygamie. C'est une question à laquelle les Juifs n'ont pas eu de mal à répondre. Il n'y a plus de polygamie dans le judaïsme depuis pratiquement 20 siècles. Mais enfin bon, c'est le truc qui l'obsédait le plus. La preuve qu'il n'y connaissait rien, mais qu'il voulait euh, cette question en premier. Ensuite, le divorce est-il permis par la religion juive? Là encore, si vous n'y connaissez rien, évidemment que le divorce est permis. Pensez aussi à chaque fois à ces questions posées aux représentants des musulmans en France. Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les lois contradictoires à celles du code français? Non, il y a un texte en araméen issu du Talmud qui dit Dina de Malchuta Dina, la loi du pays est notre loi. Et c'était un texte assez vieux. C'est-à-dire les Juifs souhaitaient conserver la loi religieuse, mais tout ce qui était loi civile, c'était la loi du pays. Et par exemple, dans les armées napoléoniennes, il y a eu des soldats juifs. Enfin bref, la loi du pays était leur loi. Par contre, ils préservaient pour eux, les lois issues du judaïsme. Donc, troisième question, une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif? La réponse qu'ils ont donnée, oui, dit oui, s'il se convertit. Donc, il ne savait pas quoi faire de cette réponse, Napoléon. Il la regardait comme une poule regarde un couteau, parce que à ce moment-là, est-ce qu'ils doivent se convertir au judaïsme? Enfin bref. Quatrième question, aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Je ne sais pas si vous voyez à chaque fois la perversion de ces questions. Bon, il y en a tout un paquet. Euh, les Juifs nés en France sont traités par la loi comme citoyens français, parce qu'ils étaient citoyens français depuis 1791. Regardent-ils la France comme leur patrie? Là, ils se sont engouffrés, le Sanhedrin. Mais oui, c'est la plus grande patrie. Ils ont écrit des textes d'éloge
à Napoléon en disant tu es le plus grand, tu es le plus beau. Et dans les synagogues, il y a des prières pour Napoléon, pour la France et tout. Donc ils en ont mis une tartine. Euh, qui nomme les rabbins? Là, c'était une question technique, puisqu'il était question de nommer les rabbins comme ils nommaient les prêtres, c'est-à-dire c'était le rôle de l'État. Euh, les rabbins ont été nommés par le consistoire, et le consistoire qui a été créé par Napoléon, et le consistoire, il y en avait un par département, il nommait les rabbins contrôlés par le préfet. Donc la République était sauve. Et ainsi de suite. Euh, Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende? L'usure, par exemple. Ils ont tout de suite compris, les 71 malins, et ils ont dit, on n'a pas le droit de pratiquer l'usure. Bon, ils étaient un peu stupéfaits, les autres, parce que toutes les plaintes qu'ils avaient, c'est parce que les Juifs pratiquaient l'usure, à peu près. C'était le seul truc. Mais puisqu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas le droit, on ne peut pas être plus royaliste ou euh, euh, la loi des Juifs défend-elle l'usure envers les frères? Leur défend-elle, leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers? Donc ce questionnaire est étrange parce qu'il est fait de briques et de broc. Les, comment dirais-je, les membres du Sanhédrin ont compris que c'était une salade pour essayer de leur retirer les droits et ils ont répondu bien à tout. Même si, voilà. Et Napoléon s'est énervé, on a des textes, tout ça, mais finalement, il a laissé tomber. Et les Juifs ont conservé l'émancipation que Napoléon voulait leur enlever. Euh, et on rentre dans une période euh, euh, oui, j'en ai parlé. Il a émancipé tous les juifs des ghettos, il a ouvert tous les ghettos dans les pays où il est passé, en Italie. Donc c'était quelqu'un d'assez compliqué. Il avait d'une certaine façon une vision universelle de la République, mais il avait une haine particulière pour les juifs. Mais en même temps, il a ouvert tous les ghettos et il a libéré les juifs. Euh, Lorsque Napoléon a été comment dirais-je, battu à Waterloo et qu'il a été exilé d'abord à l'île d'Elbe et puis à Sainte-Hélène, donc il a disparu du circuit politique et remplacé par un roi, Louis XVIII, si je me souviens bien. Il y a énormément de ces textes et de ces ghettos qui avaient été supprimés. L'Europe a remis en place toutes les interdictions faites aux Juifs. Mais bon, la pression était telle que 30 ou 40 ans après cette date, c'est-à-dire 1815, les Juifs ont obtenu d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, une émancipation qui leur avait été reprise par le nouveau pouvoir royal. Alors, on va écouter un peu de musique et après on va changer de période. Donc, à nouveau, Marin Marais, tiré de tous les matins du monde et interprété toujours par un de mes musiciens préférés, compositeur, c'est Jordi Savall. Et c'est une chansonnette, qui s'appelle Une jeune fillette, une chansonnette populaire. Ah, donc, c'est une jolie chanson populaire. Euh, Napoléon disparu, l'émancipation étant revenue à l'ordre du jour, les Juifs étant citoyens français, la France a fait quelque chose d'incroyable, vu l'époque. Elle a permis aux Juifs, oserais-je dire, sans distinction de race ni de religion, d'occuper la totalité des corps de l'État. On va trouver à partir de 1840 des juifs partout, dans les grands corps constitués. Euh, Comment ça? À l'école polytechnique, ça on ne comprend pas par exemple que Dreyfus a fait l'école polytechnique et que c'est à ce titre euh, qu'il a été nommé comme stagiaire à l'état-major. En fait, toutes les fonctions politiques leur sont offertes. Et qui plus est, euh, arrive le capitalisme et la banque. Et les Juifs se trouvent, pour certains d'entre eux, hein, c'est une minorité, mais une minorité riche et active et influente, se trouvent à la tête de moyens de pression, de possibilités de faire progresser économiquement la nation française que indépendante ou différente de leur propre progression. C'est-à-dire ils peuvent être eux-mêmes
conseillers d'État, ils peuvent être eux-mêmes députés. Il y aura des juifs qui seront patrons de journaux dans le Maine-et-Loire. Ça- C'est-à-dire, il y a un journal à prendre, ben, ils y vont, pas à prendre, à faire fonctionner. C'est-à-dire qu'ils fonctionneront jusqu'à l'affaire Dreyfus, enfin, jusqu'à Drummond, exactement comme n'importe quel juif, sauf n'importe quel citoyen français. Ça, c'est inédit. Et ce ne sera pas comme ça en Allemagne, ce ne sera pas comme ça ailleurs. C'est la France. Si vous êtes citoyen français, vous avez tous les droits qu'accorde la société française. Mais ils sont repérables comme juifs. Ça, c'est une énigme, évidemment, qui va surtout épuiser physiquement et intellectuellement les philosophes. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il y ait encore des juifs alors que les raisons pour qu'il y en ait n'existent plus? Alors, au lieu de se dire qu'ils ont des systèmes pour décrypter la réalité qui valent que dalle, ils disent, ils s'énervent. Et ils vont s'énerver au point que va monter petit à petit collé à la question, on voit Blum qui était critique de théâtre, puis qui a été patron du Parti socialiste, puis Premier ministre. Il y avait, il y avait que les antisémites qui s'opposaient à lui. Parce que lui, je crois qu'il a été conseiller d'État aussi. C'était des gens qui ont fait une carrière politique et une carrière institutionnelle normale dans un pays, a priori, qui leur accordait tous les droits. Et donc, quelque chose va se gripper, c'est le fait que, alors qu'il ne devrait plus y avoir de juifs, il y en a encore. Et que se construit contre la République une opposition très puissante qui est royaliste et qui veut tout appuyer, non pas sur la citoyenneté, mais sur la chrétienté, enfin sur la catholicité, pardon, et la terre. Euh, on a une phrase je me souviens plus si c'est Blois ou un autre, c'est un de cette bande-là, qui dit la terre ne saurait mentir. C'est-à-dire, sous-entendu, les Juifs n'ont pas de terre et donc ils mentent. C'est-à-dire, c'est des faiseurs. La terre ne peut mentir, c'est la campagne qui a été menée par Drummond dans un livre qui s'appelle La France juive, qui était un best-seller absolument inouï. Il s'en est tiré plusieurs millions d'exemplaires, plusieurs millions, pas plusieurs milliers, où il fait l'histoire de la suggestion, c'est-à-dire de l'occupation de la France par les Juifs depuis le deuxième ou troisième siècle de notre ère. Ça s'appelle la France juive. Et autour de lui va se créer un parti antisémite qui se revendique clairement de l'antisémitisme. On est dans les années qui précèdent la, comment ça, l'affaire Dreyfus, et c'est accompagné par des textes de certains antisémites économiques. C'est la France qui va inaugurer avec Karl Marx, mais Karl Marx va le faire dans la question juive alors qu'il vit en France. Il va dire le capitalisme nous a été imposé par les Juifs. Et pourquoi? Parce que c'est une manière de faire du profit sans travailler la terre et sans travailler dans des métiers honorables. Et parmi ceux-là, il y a un dénommé Tousnel qui a écrit un livre qui s'appelle les Juifs rois de l'époque. C'est-à-dire, il prend acte du fait que les Juifs ont un pouvoir économique puissant. Ce pouvoir va commencer à se développer auprès de Louis-Philippe, mais surtout auprès de Napoléon III. Napoléon III va être financé par les Rothschild, par les Pereire, par toutes sortes de banquiers juifs, pas que juifs, il y aura quelques protestants, mais qui vont financer les grands travaux, qui vont financer la modernisation de la France, parce qu'ils sont progressistes, alors que les chrétiens, les catholiques ne l'étaient pas. Les catholiques étaient pour que le pays continue à exister comme il a toujours existé. Le pire de tous, parce que c'est celui qui aura le plus grand succès et qui est une sorte d'ancêtre du patron de LFI, son nom m'échappe, oui, Mélenchon, c'est Proudhon. Il y a une branche dans le socialisme français qui est une branche anarchisante, et c'est à Proudhon qu'on doit, c'est lui qui l'a créé, et c'est à Proudhon qu'on doit les textes les plus violemment antisémites, parce que les plus violemment anticapitalistes. C'est-à-dire, il fait un amalgame en disant
le capitalisme, c'est les Juifs, et le capitalisme, c'est l'ennemi, et donc nos ennemis sont les Juifs. Et Karl Marx, qui a quand même un peu cédé à la tentation en écrivant un livre, donc la question juive, particulièrement teigneux et haineux contre les Juifs, disait, il y a une seule personne que je crains, parce qu'il a plus de succès que moi. Karl Marx avait une analyse, on va dire, scientifique du capitalisme, alors que Proudhon avait une analyse métaphysique et religieuse, à savoir, on change de mode d'existence quand on passe au capitalisme. Et Proudhon avait beaucoup plus de succès que Karl Marx pendant toute cette époque, et il a combattu. euh, euh, Proudhon a écrit un livre, je ne citerai que ça, qui s'appelle Philosophie de la misère, et Karl Marx lui a répondu par un livre cinglant, Misère de la philosophie, où il le traite plus bas que terre, mais c'était des trucs de cénacle. La population était plutôt proudhonienne. Et il y a encore des courants proudhoniens dans le socialisme français aujourd'hui, dont au début Jaurès. Donc Fourier, pareil, qui a créé des collectivités, des sortes de kibbutzim avant le kibbutz, lui aussi a écrit des textes antisémites étonnants. Bon, Balzac, Lamartine, ça c'est des textes littéraires. Et il y a un événement, il ne pouvait pas ne pas arriver, à Damas. Il est, comment ça, l'ambassadeur français de France prétend que des Juifs ont enlevé et tué un petit enfant chrétien pour récupérer son sang pour la Pâque juive. C'était une accusation très ancienne, mais elle revient et elle est appuyée par l'appareil d'État, c'est-à-dire par l'ambassadeur de France. Les Juifs qui commençaient à avoir, on est en l'affaire de Damas, on est en 1840. Les Juifs qui commencent à avoir un certain pouvoir et une capacité d'organisation que leur donne la République mènent le combat et créent pour mener ce combat une institution qui s'appelle l'Alliance israélite universelle, qui va enseigner le français aux Juifs de tout le bassin euh, méditerranéen, ce qui explique qu'on trouve beaucoup de Juifs originaires d'Égypte, originaires du Maroc pour certains, qui ne parlent pas un mot d'arabe. Moi, je me souviens que quelqu'un m'avait fait la remarque, mais Béni Lévy, qui est né en Égypte, au Caire, est-ce qu'il parlait l'arabe? Je dis non, il est allé à l'école de l'Alliance. Il ne parlait pas l'arabe. C'est-à-dire, la culture universaliste française a été portée par les gens de l'Alliance. Et ces gens de l'Alliance, il y avait Crémieux, il y avait toutes sortes. Crémieux qui était l'adjoint de Gambetta. Donc il y avait des personnalités politiques importantes et eux étaient chargés de faire progresser la France vers les Lumières. Et donc un de leurs combats, c'était contre l'antisémitisme religieux. Pas contre les histoires économiques parce que eux-mêmes étaient banquiers pour la plupart. Et donc la question, il n'était pas très habile de la soulever. Mais le nom Alliance israélite universelle, rien que de l'entendre, a conforté l'idée qu'il y avait un complot et l'idée de complotisme, à savoir que les Juifs se réunissent, tant les réunions de l'Alliance avaient lieu en français et il y avait des rapports, on les connaissait, on pouvait les lire. Euh, il y a un complotisme et c'est un organisme de prise de pouvoir sur l'État français, c'est-à-dire de décaniller tout ce qui reste royal et de virer tout ce qui reste de la nation française, du rapport à la terre, et de mettre en place un rapport à l'argent dont les Juifs seraient les manipulateurs. Donc le nom Alliance israélite universelle n'était pas très heureux, mais il disait bien ce qu'il voulait dire. Il voulait transformer les Juifs, par exemple, de Marrakech, la vallée du Drap, qui sont passés directement de maisons en terre complètement détruites, où ils vivaient comme au pré-Moyen Âge, à l'école, garçons et filles avec des tabliers, et qui sont devenus. Moi, j'avais un prof à Vincennes, prof d'hébreu, Zafrani, qui était militant syndical, qui était laïque, et qui avait fait ses classes dans un village de la vallée du Drap, dont il ne reste à peu près plus rien depuis qu'il a plu. Mais c'est l'Alliance israélite qui l'a fait monter
dans ses grades et qui a fait de lui une des grandes figures de la vie intellectuelle française. Alors, l'émancipation se continue. Il y a des gens qui continuent à prétendre que tant qu'ils n'ont pas dit quelque chose de pertinent sur la question juive, ils ne valent rien. Par exemple, Renan. Renan va beaucoup écrire sur les Juifs et les Juifs et Jésus, et il n'était pas spécialement antisémite, mais il était intrigué par la persistance des Juifs, et donc il va écrire dessus. Il y a aussi un travail qui est un travail lié au théâtre. J'en ai parlé dans un autre cycle. Il y a des auteurs de théâtre et des comédiens et comédiennes, Sarah Bernard, euh, parmi les auteurs de théâtre, Georges de Portoriche, euh, qui sont des auteurs juifs et qui ont un succès énorme. Et pour terminer ma conférence tout à l'heure, je parlerai de l'un d'entre eux qui, curieusement, Offenbach, n'a jamais eu à souffrir de l'antisémitisme, alors qu'il était très juif, je le dis maintenant. Il était chef de chœur de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, à Paris, la synagogue où allait ma famille, et où il y a son nom à l'entrée et tout ça. Il est arrivé d'Allemagne, de Francfort, mais les Français qui étaient anti-allemands le détestaient pour une part, mais il n'a eu aucune remarque antisémite de toute sa vie. Donc, c'est venu après, c'est venu au moment où Napoléon étant descendu et tombé du pouvoir, la réaction contre la République s'est faite contre tout ce qui est juif, dont aussi Offenbach. Donc, le marchand de Venise, ça c'est beaucoup plus. Il va se dégager une figure théâtrale euh, qui va exister, y compris jusqu'à Vichy. C'est ce qu'on appelle la Belle Juive. Ça vient de loin, ça vient d'Ivanoé, c'est-à-dire dans Ivanoé, il y a une figure juive comme dans Shylock et comme dans le Juif de Malte, de Barlov, qui se fait, qui est amoureuse, donc c'est illicite, d'un chrétien. Eux s'entendent bien, le chrétien et elle, mais la famille non, l'environnement non, et elle est violée. Et le cœur de ces pièces de théâtre, c'est que c'est une belle juive, et donc elle est violable. Et il y a une cinquantaine de pièces recensées, 50 c'est beaucoup, qui se jouaient sur les boulevards avec des thèmes de ce type. Les femmes d'Israël, les jeunes juives, de cette époque, 1870, 1914, et qu'on appelle la Rachel, souvent, euh, ou Esther. Il y avait le choix. Donc, de Rachel à Sarah Bernard, donc il y a une très belle thèse là-dessus. Le fait que ceux qui se battent ou qui combattent pour que la France soit d'abord et avant tout une nation rurale, c'est-à-dire catholique et enracinée, évidemment, vont se régaler du thème du juif errant. Ça va être un des romans qui aura le plus de succès, le juif condamné à errer, comme Caïn. Dans la Bible, c'est Caïn, c'est pas n'importe qui est condamné à errer, et pas ceux qui ont tué Jésus, mais enfin bon, ils sont pas à ça près. Et donc, ces juifs qui errent de pays en pays, de ville en ville, et qui sont chassés, vont faire l'objet d'un feuilleton qui va durer des années dans la presse française, et qu'on appelle donc le juif errant, écrit par Eugène Sue. Et on connaît Eugène Sue, en tout cas, que par ce livre. Enfin, il a écrit autre chose, hein, mais que par ce livre. Et il y a toute une série de textes sur qu'est-ce qu'une nation. Michelet va écrire sur la nation. Les Juifs ne peuvent pas constituer une nation. Ils sont hors de la nation. Et qu'est-ce qu'une nation? Renan va écrire aussi là-dessus. Et eux, ils vont faire un boulot universitaire, c'est-à-dire pas particulièrement hystérique, mais ça va être repris par les hommes politiques et qui vont dire on veut une nation et la nation française, elle est constituée de Français. Et on a failli avoir ça avec le Front National, à savoir ceux qui sont français, seuls ont droit de constituer une nation. Et la nation, elle est, comment dirais-je, le conglomérat de ceux qui sont nés de parents français, de grands-parents français, d'origine chrétienne et ainsi de suite. Et donc, cette bataille va être menée
jusqu'à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est une opportunité qui a été offerte euh, aux ennemis de la République et aux ennemis des cosmopolites juifs, alors que pour ceux qui ont lu l'histoire d'Alfred Dreyfus, il était tout sauf cosmopolite, il était alsacien, ce qui est un truc un peu particulier, mais il était de mener le combat, à savoir, il y a eu traîtrise, les Juifs ne peuvent pas être fidèles à un pays qui n'est pas le leur, donc on va utiliser cette traîtrise, le fait qu'il a vendu des secrets aux Allemands, et en plus les Alsaciens, ils parlent une langue qui ressemble tellement à l'allemand et des choses de genre. Donc vous connaissez l'affaire Dreyfus, vous savez peut-être pas, donc je le rappelle rapidement, que Dreyfus n'a eu aucun allié au début, aucun. C'est-à-dire, parmi les textes les plus violemment anti-Dreyfusards, il y a Jaurès. Et il dit, qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute qu'un juif soit coupable? Il est coupable, forcément coupable. Jaurès, il a autre chose à faire que de s'occuper de savoir si les juifs peuvent être ou ne pas être coupables. Et au début, ce sont des hommes politiques juifs qui l'ont soutenu, puis Bernard Lazare, qui est un auteur, un écrivain, euh, qui a écrit un livre tout à fait étonnant sur l'histoire du peuple juif qu'aucune maison d'édition juive ne veut publier. Pourquoi? Parce que sa thèse, c'est que ce livre a été publié et republié maintenant par la maison d'édition d'extrême droite, euh, Culture quelque chose, de Sorel. Il n'y a que là qu'on le trouve. Pourquoi? Parce qu'il dit que les Juifs sont responsables de leur propre malheur. S'ils n'étaient pas comme ils étaient, il n'y aurait pas d'antisémitisme. Cette thèse, il l'a portée de manière exagérée. Mais d'un autre côté, elle existait, c'est-à-dire de faire des Juifs la source de leur propre malheur, c'est-à-dire ne réussissant pas à s'assimiler, gardant des traditions, enfin bref, tout ce truc-là. Euh, et Bernard Lazare euh, dit, mais c'est peut-être pas utile, il dit, voilà, c'est un peuple séparé, et tant qu'ils resteront séparés, les antisémites auront raison de s'attaquer à eux. Le problème, c'est que son livre, il le boucle et il a fini de l'écrire 4 mois avant l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus lui fait basculer complètement. Il se rend compte que les antisémites, ça existe. C'est pas la faute des Juifs. Que Dreyfus a absolument aucune raison, mais aucune, de laisser croire qu'ils sont un peuple séparé, qu'ils ne faisaient pas les fêtes juives. Ils allaient à la synagogue une fois par an, mais c'était comme une tradition rituelle. Et donc, Bernard Lazare comprend ou admet que l'antisémitisme est une stratégie menée par les antisémites. Donc Jaurès, je vous en ai parlé, on trouve des choses dans les... Comment la gauche a kidnappé Jaurès, c'est quelqu'un du coin qui a écrit un bouquin où il a ressorti les vieux textes de Jaurès avant qu'il ne devienne Dreyfusard, c'est-à-dire de soutenir Dreyfus. Et en fait, là encore, on reconnaît la France. Ils ne vont pas défendre un juif. Pour ceux qui ont vu le film de Polanski, on le comprend très bien, qui s'appelle, euh, là il est passé il y a quelques jours à la télévision, L'affaire ou un truc dans le genre. Euh, la personne qui s'est battue pour innocenter Dreyfus, c'est Picard, et Picard était un militaire plutôt antisémite, mais ce qu'il ne supportait pas, c'est qu'on accable et qu'on condamne un innocent. Donc, si Dreyfus n'avait pas été innocent, il serait mort au bagne, clairement, ou il aurait même été fusillé parce qu'il était militaire. C'est parce qu'il était innocent que petit à petit, oui, J'accuse, c'est Bercy. C'est le titre du film de Polanski, que moi je trouve un très très beau film. Il a choisi de traiter Picard, c'est-à-dire comment un Français antisémite, normalement antisémite, pas hystérique, ne supporte pas l'idée qu'on condamne un innocent. Or, la question, elle n'est pas qu'il est innocent. Évidemment, il va finir par être prouvé qu'il est innocent. Mais la question est que on l'a accablé et accusé parce qu'il est juif. Et ça, il n'y a pas grand monde, voilà l'affiche du film, il n'y a pas grand monde qui va se rallier à cette idée. Ensuite, il y a toute une
une flopée d'écrivains, mais c'est le dernier feu de ce type d'écrivains, qui sont des écrivains catholiques qui vont avoir, pense-t-il, à traiter la question de ce qu'ils appellent le mystère d'Israël, c'est-à-dire comment se dépatouiller avec le fait que les Juifs continuent à être en but à l'antisémitisme et que la plupart des antisémites sont des catholiques. Et ces écrivains catholiques, c'est évidemment Peggy, mais Peggy, c'est celui qui se comportera le moins mal. Il n'y aura pas beaucoup de textes antisémites de son côté. Par contre, Bernanos, euh, c'est incroyable. Et après la guerre, il vivra assez longtemps. Il sera mort en 49. Et donc, il aura vu les effets de la Shoah et ce que Hitler a fait en tant qu'antisémite racialiste. Et il dit, les intellectuels peuvent être très surprenants parfois. Je trouve qu'on devrait les mettre dans une cage et pas trop s'occuper d'eux. Euh, le mot d'antisémite, voilà, ceux qui parlent d'antisémite, voilà, les antisémites, il dit, ce mot me fait de plus en plus horreur. On est en 49. Hitler l'a déshonoré à jamais. On a retenu cette phrase parce que c'est absurdissime. C'est que Hitler, en faisant ce qu'il a fait, a déshonoré le mot antisémitisme, qui sinon était un mot noble, c'est-à-dire d'être contre les juifs. Tous les mots d'ailleurs qui commencent par anti sont malfaisants et stupides. Bon, là, il essaie de s'en tirer, mais c'est Bernanos qui est un écrivain qui fait partie du socle de la France de la fin du 19e, début du 20e. On a aussi Claudel, Maurras. Bon, évidemment, c'est la France de droite, l'Action française. On a Claudel. Claudel était très catholique. Et donc, dans nombre de ses pièces, il y a des personnages juifs qui sont pour la plupart des usuriers. Et il s'est calmé après la guerre, là encore, s'il a vécu suffisamment longtemps. Mais, comment dirais-je, il fait partie de ce groupement d'écrivains, donc Maurras, Claudel, Peggy, Bernanos, qui sont des écrivains catholiques qui estiment qu'ils ont à se prononcer sur la question juive. Celui qui n'était pas vraiment catholique, enfin il était chrétien, c'est Jean Giraudoux. Et Giraudoux était tellement pro-allemand et antisémite qu'il est devenu ministre de la Culture sous Vichy. On ne le dit pas trop parce que les pièces de Giraudoux sont magnifiques. En particulier, la guerre de Troie n'aura pas lieu, mais pas que. Mais bon, il a été ministre de la Culture sous Vichy à sa demande. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans la vie politique, on sait qu'il y a eu de nombreux juifs qui ont fait partie du gouvernement du Front populaire, trop aux yeux des antisémites, c'est-à-dire Blum, Mandel, Zay, et ce qui fait beaucoup pour mais parce qu'ils avaient fait tout le parcours. Ils étaient tous des gens qui avaient suivi le circuit normal euh, de l'appareil politique français. Et avant qu'on termine sur la collaboration, je voudrais vous faire écouter le dernier, peut-être on va l'écouter maintenant. Donc, Jacques Offenbach. Jacques Offenbach est arrivé à Paris avec son frère, euh, poussé par son père, parce que Paris était la capitale musicale, culturelle de l'Europe et tout. Il était un virtuose absolument incroyable au violoncelle, et c'est à ce titre qu'il est rentré dans différents conservatoires, qu'il a joué dans des orchestres. Mais lui, il voulait composer et être programmé à l'Opéra Comique. Il ne l'a été que dans les dernières années de sa vie. On l'a envoyé dans toutes sortes d'endroits, mais à l'Opéra Garnier, il n'a jamais pu proposer. Bon, c'est vrai que c'était badin pour ceux qui connaissent un peu Offenbach, la vie parisienne, la Belle Hélène. Bon, l'opéra se sentait pas en mesure d'accueillir ce genre de choses. Mais il y a une qualité musicale qui est absolument incroyable. Et les deux dernières œuvres, il y en a une, c'est Les Contes d'Hoffmann, qui est quelque chose de très noir et de sublime. Et puis, il a écrit un truc qui est une moquerie contre Napoléon III, qui s'appelle Le Roi Carotte, et où toute une cour se moque d'un roi qui ressemble qui est habillé en carotte et qui ressemble à une carotte.
et qui mange des carottes. Donc, c'est un opéra qui a été exhumé il n'y a pas longtemps. Il n'avait pas été joué. Et je propose qu'on l'écoute. Un bout. On reconnaît la patte d'Offenbach. C'est une œuvre absurdissime, mais musicalement, elle est, moi, je trouve très tonique, très prenante. Alors, dernier volet, c'est, comment dirais-je, le miracle, en tout cas pour la France antisémite, c'est la divine surprise, c'est la défaite de la France. Et la défaite de la France va permettre au gouvernement, qui était un gouvernement, comment dirais-je, de centre-gauche, de tomber et de faire appel à Pétain. Ce qui est miraculeux pour tous les antisémites qui grenouillent autour de Pétain, c'est qu'ils sont tous d'accord sur ce point. C'est une revanche et c'est la revanche qui permet d'accompagner les Allemands dans leur antisémitisme, ça c'est une chose, mais de créer aussi un antisémitisme, en tout cas de le faire fonctionner à la française. Et le premier décret, premier que prend Pétain, une fois qu'il est nommé chef du gouvernement, c'est le décret contre les Juifs, le 3 octobre. Comme quoi, il n'y avait rien de plus urgent. C'est une manière de récompenser tous ceux qui l'accompagnent et de mettre en place un gouvernement qui est un gouvernement qui va tenter de euh, remettre la France, disent-ils, sur ses pieds, ou sur les rails, peut-être sur les pieds, et d'effacer la République. L'objet, il change les trois cycles de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, immédiatement, et ils font travail, famille, patrie. On voit déjà que le programme est autre. Les Juifs, Pétain, lorsqu'il va être question de déporter les Juifs, dans un premier temps, ce seront les Juifs étrangers, mais dans un deuxième temps, de sa propre initiative, vous le savez, on a retrouvé les documents signés de sa main, c'est aussi les enfants. Donc, il y a une manière de purifier, de régénérer la France, donc le statut des Juifs, et que ce statut des Juifs va frapper la France d'une régression absolue, mais évidemment, il n'y aura pas de, à part quelques évêques chrétiens, Saliège à Toulouse et un autre à Lyon, il n'y aura pas de vraie de résistance systématique, un peu dans la zone sud, et puis quand cette zone sud sera occupée par les forces allemandes, à ce moment-là, les Juifs n'auront plus aucun échappatoire. Le régime de Vichy, les gendarmes, sa police, euh, une partie importante quand même de sa population qui va dénoncer les Juifs, pas en quantité industrielle, mais quand même. Euh, c'est un régime qui a, qui a eu cette divine surprise de pouvoir exister, de pouvoir se mettre en place sans avoir à se battre, sans avoir à gagner d'élections. Ils ont reçu la France rétrograde sur un plateau grâce à la victoire allemande. Et donc, il y a toutes sortes de figures comme Xavier Vallat, qui a été commissaire aux affaires juives. Le gouvernement de Vichy a créé un commissariat aux affaires juives. Xavier Vallat était un haut fonctionnaire et donc il était un peu hostile à toutes les manigances juridiques qui fait que tous les juifs se trouvaient en but à la répression du gouvernement de Vichy. Et donc il a été viré et remplacé par Louis Darquet de Pellepoix. Et Louis Darquet de Pellepoix, on lui doit un, comment dirais-je, un antisémitisme débridé. Donc lui, il est arrivé au gouvernement en, en 42. Donc c'est au moment où le pouvoir allemand se raidit qu'il envahit la zone sud et que Pétain, voilà, doit donner des gages, en tout cas estime qu'il doit donner des gages. Mais bon, c'est une discussion dans laquelle je ne peux pas rentrer parce que c'est une discussion d'historiens. Est-ce qu'il a fait tout ça de sa propre initiative? Est-ce qu'il était antisémite? Et là aussi, ce sont des questions qui sont très préoccupantes parce que la plupart des gens qui ont fait montre d'antisémitisme, sauf autour de Pétain, mais Pétain lui-même, et aujourd'hui même, parlons de lui, de Mélenchon, on ne leur connaît pas un passé antisémite. C'est une stratégie politique. Et cette stratégie politique, ils peuvent la mettre en place. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que
ils voient pas où est le problème, puisque c'est un problème que pour les Juifs. Et donc, ils peuvent le mettre en place sans pour autant avoir l'idée, depuis la nuit des temps, depuis des dizaines d'années, d'avoir des écrits qui réclament la disparition des Juifs. Le gouvernement, le pouvoir, qui est sous la botte allemande, mais quand même qui est relativement autonome sur ces questions, estime qu'il faut purifier la France euh, de ces éléments exogènes. Eh bien, il purifie la France de ces éléments exogènes. Donc, il y a Papon, vous savez, qui a été préfet et qui a présidé à la déportation des Juifs du Bordelais, des Juifs français. Euh, et revient l'idée du complot, revient l'idée de la lâcheté des Juifs. Et pour terminer là-dessus, les écrivains, parce que les écrivains, quand la voie est libre, ils y vont, parce que, la plupart des écrivains, ce dont ils ont horreur, c'est que personne ne les lise. Et donc, dans un pays où le pouvoir est aux mains, euh, pas seulement d'antisémites, mais de la Révolution nationale, ils vont l'accompagner. Et donc, il y a Lucien Rebattet, lui, il va être fusillé pour, comment ça, euh, pour conspiration anti-française. Drieux-La Rochelle, si ça vous dit quelque chose, sont des bons écrivains, sont des écrivains qui ont produit des œuvres d'une très grande tenue et qu'aujourd'hui on essaye de replacer, en particulier Brasillac, Bardèche et Chardonne, et évidemment le plus connu de tous, Céline, qui a écrit des textes absolument hystériques, et en même temps, quand on les lit, parce qu'on peut les lire, on s'aperçoit que ce qui l'anime, c'est une colère totale et absolue. Il n'a pas, alors évidemment, ça ne nous console pas du tout, mais il n'a pas étudié la question juive. Et d'ailleurs, la plupart de ces écrivains n'ont pas étudié la question juive, à la différence de Darquet Pelpois ou des hommes politiques. Mais il y a un créneau, il y a une manière de dire la France, c'est ça, et je suis un écrivain français de très grande tenue. Et il faut dire que Céline est un écrivain incroyable, et il n'a pas toujours été antisémite. Certains disent qu'il l'est devenu quand il n'a pas eu le prix Renaudot. C'est pas un juif qu'il a eu, mais il se l'est fait souffler et qu'il est devenu hystérique et qu'il a pensé que il y avait un complot qui était destiné à l'écarter euh, de tous les, euh, de tous les lieux de pouvoir. Dernière phrase, et on va laisser du temps pour vos remarques. De Gaulle, donc on est après la guerre, un peuple sûr de lui-même et dominateur, ça chassait le naturel, il revient au galop. Il a été élevé dans une famille où ses idées existaient. Il n'en avait pas besoin, il les a pas utilisées. Mais quand Israël a décidé de ne pas tenir compte de ses conseils, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux conseils que donne Macron assez régulièrement à Israël, euh, il a sorti cette phrase parce que elle lui est venue spontanément. Il n'a pas eu d'action antisémite, mais cette phrase n'était pas une phrase contre Israël, un peuple sûr de lui-même et dominateur, c'était une phrase contre les Juifs. Et puis Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, je terminerai par une info, je ne suis pas sûr que vous l'avez. Un jour au plus, j'ai vu un disque, enfin trois disques, un petit coffret, enfin un coffret, de trois disques qui s'appelle Histoire d'Israël. Je le regarde et je vois qu'il a été écrit et dit, le texte, par Jean-Marie Le Pen. Donc je l'achète, je l'écoute, c'est super, hein. Je l'ai fait écouter à mes enfants et tout. C'est quelque chose qui raconte l'histoire d'Israël de façon extrêmement élogieuse. Alors quel est le problème et qu'est-ce qui fait que Le Pen a quand même été antisémite? C'est que il pense, et il pensait, puisqu'il est décédé, que chaque peuple doit avoir un pays et que les Français doivent avoir la France aux Français, et que les Juifs doivent avoir un pays et que ce pays est Israël. Et il dit, regardez, si on les met en Israël, ils sont super, ils réussissent tout ce qu'ils font,
ils font la guerre aux Arabes qui sont nos ennemis jurés et ils les battent alors que nous, on n'a pas réussi à les battre en Algérie. Et donc, il y a un exercice d'admiration qui est clairement, comment dirais-je, on ne veut pas d'eux chez nous. Mais quand on écoute et qu'on lit les textes, euh, on se rend compte que son problème, c'était de dégager la voie pour un nationalisme français d'extrême droite, mais pas de décortiquer la nation juive en disant, voilà, ils sont usuriers, il n'en parle pas de ça, voilà, ils ont tué Jésus, ils sont contre fous parce que cette histoire ne l'intéressait pas du tout. Il défend une idée avec laquelle il faut faire très attention parce qu'elle n'est pas totalement morte, à savoir que une nation doit être homogène et que les Juifs qui sont en France rendent le pays non homogène et que là où ils sont super, ces trois disques sont magnifiques, hein. Je l'ai montré à des gens qui les ont écoutés. Je ne les prête pas pour pas qu'on me les vole parce que c'est une pièce de musée, mais ça a été édité par Le Pen aussi. C'est pas seulement et c'est lui qui l'a mis en œuvre. Il y a énormément d'archives. Golda Meir, l'armée, tout ça. Enfin bref, c'est magnifique. C'est quand un peuple est chez lui, il fait des choses magnifiques, et quand il n'est pas chez lui, il pourrit la vie de ceux chez qui il est. Donc, voilà encore un rebond de l'antisémitisme, qui est la haine des Juifs quand ils sont chez nous, et non pas la haine d'Israël. La haine d'Israël, on le verra la prochaine fois. Bon, j'estime que j'en ai beaucoup dit sur cette question, donc on peut peut-être arrêter. Et s'il y a des remarques, des questions, et que j'ai quelque chose de sensé à vous dire, je vous le dirai. Sinon, je vous renvoie à la bibliographie des 4000 ou 5000 bouquins qu'il y a sur cette. Merci beaucoup, merci infiniment Izzy. Allez, on va passer aux questions. J'invite tous ceux qui sont présents, s'ils le veulent, ceux qui le veulent, à activer leur caméra pour qu'on termine tous ensemble. Et avant de passer aux questions, on va passer le tout dernier morceau que nous avait préparé donc Izzy, qu'on n'a pas passé, c'est donc Les Pleurs, de Monsieur de Sainte-Colombe. On écoute. Voilà pour ce morceau. Allez, on va passer donc. Oui. Jordi Saval. Jordi Saval, voilà, absolument. Merci, merci infiniment, Izzy. Alors écoutez, je vous regarde et je vous active votre micro. Donc n'hésitez pas à poser. Alors ça peut être, je le répète, une question, une simple remarque. Donc n'hésitez pas à vous manifester. Levez la main, je vous regarde et je vous active le micro pour la question. Alors qui veut poser peut-être la première question? Michel, donc je vous active votre micro. Michel. Voilà, dans quelques secondes. Michel. Est-ce que vous voyez la demande d'activation de micro, Michel? Voilà, c'est à vous, voilà. Allez-y. Ok. Bon, tout d'abord, je voudrais te remercier ici de cette nouvelle conférence. Et je vais revenir en arrière par rapport à l'après-guerre. Je voudrais que tu nous donnes quelques symptômes de l'antisémitisme de Napoléon. C'est ces textes. Donc, je préfère renvoyer au livre qui s'appelle L'Aigle et la synagogue de Birnbaum. On doit pouvoir le trouver, c'est pas une pièce de musée. Parce qu'il a noté et toutes les remarques, les notes en particulier, hystériquement anti-juives, et curieusement, il y en a énormément, énormément. C'est-à-dire qu'il répondait à des demandes des chrétiens, des catholiques d'Alsace, qui se plaignaient, et ce dont il avait horreur, c'est qu'on lui mette du désordre dans le pays pour lequel il estimait qu'il avait été mandaté pour y mettre de l'ordre. Une organisation pyramidale dont il était le sommet de la pyramide. Alors, est-ce qu'il répète ce qu'on lui dit? C'est-à-dire, ce sont des usuriers, ce sont des gens indignes de la nation française, et tous ces trucs-là.
Oui, je les ai pas tous notés, mais ils sont tous dans ce bouquin. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que c'était un politique, Napoléon, et que, en dépit de ça, il faisait pas passer cette opinion, qui était soi-disant, semble-t-il, une opinion, qui n'était pas spécialement enracinée en lui, mais qui était, il répétait ce qu'on lui disait. Ça l'a pas empêché de faire le processus du grand Sanhédrin, et ce grand Sanhédrin, il en était content parce que c'était lui qui l'avait convoqué. Donc, voilà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Le fait qu'il soit l'empereur des Français et qu'il soit aussi celui qui est en droit, 2000 ans après, de convoquer le grand Sanhédrin, a calmé l'affaire. Bon, mais je dois quand même ajouter que c'est quand même grâce à lui que mon arrière-arrière-grand-père peut avoir un nom. Oui, c'est vrai, il a imposé l'état civil. Euh, à ce moment-là, t'as ton arrière-arrière-grand-père, et donc toi, par la force des choses, tu as de la chance parce que vous avez un nom présentable. Il y avait un député communiste dans le 19e arrondissement de Paris, au moment de l'Union de la gauche. Donc j'habitais Paris, passage de Melun, je dis ça pour mon frère qui doit être dans le coin. Et j'ai dû donc voter pour lui, parce qu'il était le candidat qui restait au deuxième tour. Et il s'appelait Fisbin. Et mon père, que ce truc énervait parce qu'il était anticommuniste au dernier degré, il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire, Fisbin? J'ai dit non. Il dit Fischbein, arrête de poisson. Et donc, ceux qui n'avaient pas les moyens de backchicher bien, n'avaient pas des noms de famille corrects. Oui, comme tous les Rosenbaum, Ça Rosenbaum. va encore. Même, j'ai demandé à mon père comment on a fait pour attraper un nom de famille comme Morgenstern. C'est un nom relativement prétentieux. C'est Étoile du matin. C'est celui qui annonce la venue du Messie. C'est un nom d'intellectuel. C'est dans la famille de mon père et de ses grands-parents et tout. Il n'y avait pas la queue d'un intellectuel. Mais bon, quelqu'un a payé à un moment. C'est clair. Merci, merci Michel. On a Didier Bernis donc qui veut poser une question. Donc je vous réactive votre micro, Didier, en quelques secondes. À vous, Didier. Bonsoir et merci. Vous avez évoqué la réaction du général de Gaulle. Vers quelle période c'était ou en quelle année c'était? Ah, c'était exactement la veille ou l'avant-veille de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire 1967. Il dit, celui qui va ouvrir le feu, je ne le soutiendrai pas. C'est-à-dire, euh, il demande à ce qu'il n'y ait pas la guerre, et donc que ni les Égyptiens ni les Israéliens n'attaquent. Évidemment, les Israéliens qui n'ont pas les mêmes soucis que De Gaulle, à savoir se faire bien voir par l'humanité tout entière, ont attaqué. Donc, ça date du lendemain de la guerre des 6 jours, 1967. Merci. Y a-t-il encore une question, une remarque quelconque oui, la première question était sur le Sanhédrin. Finalement, au niveau des Juifs eux-mêmes, on a compris ce que tu as bien expliqué, hein, donc la volonté de Napoléon Bonaparte, et puis finalement, bah, il a lâché l'affaire parce qu'il ne pouvait pas faire autrement au vu des réponses. Est-ce que ça a bénéficié finalement aux Juifs cet épisode, en le considérant que finalement les réponses qu'ils avaient données leur donnaient une image qui n'était peut-être pas celle qu'avait l'opinion publique? Bon, l'opinion publique, elle n'a pas À entendu parler l'époque, du Grand Sanhédrin, hein. oui, oui. Ça n'a rien changé donc, pour le statut des Juifs, ce qui était déjà une bonne nouvelle. Il y a des Juifs qui étaient hostiles à la convocation du Grand Sanhédrin. On dit, mais de quoi il se mène Napoléon? C'est notre religion, à nous, c'est le judaïsme. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Et il y en a plus politiques qui ont dit, mais il faut le laisser faire parce que d'abord, il est inarrêtable, empereur des Français et tout. C'est pas le moment de se le mettre sur le dos. Et ça n'a pas eu beaucoup d'influence parce que ce Sanhédrin ne s'est plus jamais réuni, parce que plus personne, après Napoléon, n'a pensé qu'il fallait le faire. Et puis il fallait un grand prêtre, il n'y avait pas de grand prêtre. Ils ont pris un rabbin alsacien, qui était respecté de tous, enfin qui n'était pas grand prêtre. En fait, à l'intérieur du dispositif du judaïsme, le grand Sanhédrin ne peut se réunir qu'une fois que le pays, que le peuple est revenu sur sa terre et que
le pays est gouverné par les lois rabbiniques. Or, en dépit de la malveillance habituelle de la presse et tout, Israël, pour l'instant, n'est toujours pas gouverné par des lois rabbiniques. Et donc, il y a un grand rabbin ashkénaze et un grand rabbin séfarade, mais il n'y a pas de Sanhédrin. Non, je te vois hocher la tête, Michel. Il n'est pas gouverné par des lois rabbiniques. L'état civil, oui, mais tu peux y échapper. Tu vas te marier à Chypre, tu vas divorcer à Chypre, enfin, tu peux divorcer en Israël. Mais si tu fais un mariage exogène, il se compte sur les doigts d'une seule main, c'est-à-dire juif et arabe, par exemple. Il n'y en a pratiquement plus. Il y en a eu, mais il n'y en a pratiquement plus. Il faut aller en Grèce ou à Chypre, oui. Merci, Izzy. Je suis obligé de défendre le truc. Les musulmans ne font pas de mariage avec les juifs. Il faut que tu te convertisses. Les musulmans. Izzy, tu as parlé donc au XIXe siècle de Proudhon. Est-ce que c'était dans le contexte, c'était finalement influencé par l'émergence des premiers syndicats, cette époque de l'avènement de l'industrialisation? C'est dans quel contexte est venu et quel était le poids des syndicats, s'il y en avait un dans cet antisémitisme, des premiers syndicats? Pas des syndicats, mais de la question qui est posée. Le capitalisme est en train de naître. Comment le combattre? Et Karl Marx dit il va produire une classe innombrable de contraires, c'est-à-dire la classe ouvrière, et c'est la classe ouvrière qui va combattre le capitalisme naissant. Donc, d'une certaine façon, il l'écrit dans le manifeste du Parti communiste, il est très admiratif du travail de la bourgeoisie. Ils le disent que les bourgeois ont fait, aucune autre civilisation ne l'a fait et tout. Mais donc, il faut aller laisser se développer le capitalisme, parce qu'il développe en même temps la classe qui va l'abattre. C'est assez étonnant, parce qu'il est le seul parmi tous les producteurs de groupes de combat, on va dire de populations susceptibles de combattre, d'appuyer ce combat sur une collectivité restreinte, la classe ouvrière, et non pas sur l'humanité. C'est-à-dire, il reprend le dispositif des Juifs, à savoir que c'est à un peuple de faire le boulot, et pas, comme les chrétiens le disent, à l'humanité tout entière. Et donc, il y a eu deux moments dans l'histoire où le travail de faire un monde de justice et de dignité a été confié à un groupe, et pas à tous, c'est les Juifs, et c'est la classe ouvrière. Et donc, dans cette question stratégique, comment combattre le capitalisme, Proudhon a dit, il ne faut pas jouer le jeu du capitalisme, il faut se battre contre l'argent, donc contre les Juifs aussi, puisque les Juifs pour l'argent, il faut garder la terre, c'est-à-dire que le principal, c'est d'être ou un artisan ou quelqu'un qui travaille la terre, et c'est pas non plus un combat d'usine, c'est un combat de terroir, c'est un combat de pays. Mais la France était encore extrêmement rurale à cette époque, et donc il a eu un succès énorme. C'est-à-dire, on garde ce qu'on a, voilà. Et non pas on se met à combattre les usines ou le circuit de l'argent ou la lettre de change. Merci, Izzy. On en a maintenant chez les les néo-ruraux qui reviennent à la terre, qui sans former des groupes très puissants ou très nombreux, disent c'est une erreur de combattre le capitalisme par les syndicats. Les syndicats ne sont pas syndicalisés du tout, ou par un parti. Merci, Izzy. Allez, il est 8h07, donc on aura débordé, mais pour la bonne cause. Franchement, c'était passionnant. Y a-t-il une toute dernière remarque ou question avant qu'on passe à l'avenir? Donc non, a priori, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un sacré sujet et sacrément bien traité. Merci beaucoup, Izzy. Je vais réactiver donc tous les micros pour qu'on termine ensemble. Et donc on se retrouve quand, Izzy, quel sera le thème de la prochaine? 3 avril ou c'est pas vrai? Non, vous n'avez pas le truc. J'ai l'impression que c'est début avril. Alors on verra avec. C'est possible. Non, mais ça, Oui, Anne transmettra l'info. Donc, on l'annoncera, ouais. Mais Je ne l'ai pas sous les yeux là. D'accord. Je crois que c'est le 3 avril. Le 3 avril. Jeudi. Voilà, je vais jeter un coup d'œil. Et ce sera donc l'autre volet de l'antisémitisme contemporain. Il y en a 3. Ah oui, c'est bien le 3 avril, l'antisémitisme allemand jusqu'à la Shoah, voilà. L'antisémitisme allemand. Oui. Et j'ai déjà traité, bon, j'en parlerai, mais c'est pas le sujet, puisque ça a déjà été fait,
Aujourd'hui, l'antisémitisme contemporain, il est musulman et évidemment, il renvoie un peu aux oubliettes de l'histoire, l'antisémitisme français et l'antisémitisme allemand. Et Très on bien. aura un dernier rendez-vous où je ferai le point et je traiterai aussi la manière dont les Juifs ont combattu l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont produit comme texte, comme outil, comme à part Israël, je veux dire, dans les pays où ils existent contre l'antisémitisme. Mémoire, vous pouvez beaucoup, mais il n'y a pas les Bédouins. Genre, Pardon? lui, je vois ça. Dans les modes en moi, je peux écrire en son. Genre, je regardais là. C'était par celui, non, c'est ça, voilà. Bon, donc voilà. Mais comme j'ai réactivé tous les micros, là, il y a peut-être des dialogues. Bon, en tout cas, on va terminer là-dessus. Donc, on se retrouve avec Izzy le 3 avril. Maurice, je sais pas, après, toi, tu auras une conférence en avril, j'imagine. Non, la semaine prochaine. C'est quand la semaine prochaine? Ah oui, donc très bien. Oui, Voilà. Bah, tu fais bien de le dire, voilà. Donc, oui, effectivement, oui, tu avais dit oui. Puisque je vais traiter des déportations qui ont eu comme point de départ la gare de Portée et le camp de Recebedou. On a déjà pas mal écrit sur ces déportations. La singularité de mon intervention, c'est qu'elle va reposer uniquement sur des archives et beaucoup d'archives inédites. Il n'y a rien d'écrit sur le camp de Recebedou, près de Toulouse, d'où plus de 1000 Juifs sont partis. Et en fait, ce qui est glaçant dans ces archives, entre autres, c'est le ton administratif, à la fois de chef du camp, de toute l'organisation. Ce ton administratif est glaçant parce qu'il est d'une très grande neutralité. Alors, on parle de femmes, de vieillards, de gens malades qui sont partis et d'autres qui sont venus d'autres camps. Donc voilà, ce sera sur le camp les déportations du camp de Tu nous Recebedou. donnes la date? Super. Merci beaucoup. La semaine prochaine, donc le 20 mars à la même heure. Le 20 mars, d'accord. Jeudi prochain, ouais. Voilà, super. Bah, merci infiniment, Izzy, merci à tous. Et donc on se retrouve donc la semaine prochaine avec Maurice et donc le 3 avril, on retrouvera Izzy pour donc l'antisémitisme allemand jusqu'à la joie. Allez, portez-vous bien, que de bonnes choses pour vous tous et à très très bientôt. Et encore merci infiniment, Izzy. Allez, bonne soirée à tous. Merci.